Approche-toi, installe-toi, car ce soir, je vais te parler de 11 personnes enfermées dans une ferme, 7 adultes, 4 enfants. Une soirée ordinaire de fin d'été dans les champs du Kentucky. La chaleur lourde, les fenêtres ouvertes sur la nuit. 7 heures plus tard, ces 11 personnes débarqueront dans un poste de police, à garde. Entre les deux, il y a une nuit. Une nuit où cette famille a tiré au fusil encore et encore sur des choses qui ne tombaient pas. Et pourtant, tout est vrai. Reste avec moi. Kentucky, années 50. Un hameau qui s'appelle Kelly, à une dizaine de kilomètres de Hopkinsville. Pas un village, une poignée de fermes dans les champs de tabac. Celle des Sutton est au bout d'un chemin de terre. Une maison de bois, sans téléphone, entourée de nuit noire. Le voisin le plus proche est loin. Ce soir-là, la maison est pleine. Glennie Langford, la mère, une veuve très croyante. Ses fils adultes, dont elle meurt, que tout le monde appelle Lucky. Leur femme. Ses 3 plus jeunes enfants. Des amis de passage, Billy Ray Taylor et son épouse. 11 personnes. Tout commence au puits. Billy Ray sort chercher de l'eau à la tombée du jour. Il revient très vite. Il dit qu'il a vu une lumière traverser le ciel. Pas une étoile filante. Une chose brillante, à traîner de couleur, descendue lentement dans le ravin, derrière la maison, sans un bruit. Personne ne le croit. Retiens bien ça. Personne n'est allé voir dans ce ravin. Ce qui est arrivé ensuite est venu tout seul. 1 heure plus tard, le chien se met à aboyer, furieusement, tourné vers les champs. Puis il fait une chose qu'un chien de ferme ne fait jamais. Il se tait d'un coup et va se cacher sous la maison. Il n'en sortira plus. Lucky et Billy Ray prennent une lampe et sortent. Dans le noir, à une trentaine de mètres, quelque chose avance vers eux. Voilà comment ils l'ont décrit, tous, séparément, dès le lendemain. Une silhouette d'1 mètre. Des bras beaucoup trop longs qui pendaient jusqu'au sol, terminés par des mains à griffes. Une tête énorme, ronde, posée sans cou sur les épaules. De grandes oreilles pointues. Et des yeux immenses, jaunes, qui brillaient dans le noir. Pas éclairés. Brillants de l'intérieur. Et toute la peau, disait Antle, avait l'aspect du métal. Comme si la chose était plaquée d'argent et luisait faiblement dans l'obscurité. Elle avançait vers la maison, les 2 bras levés au-dessus de la tête, comme si elle se rendait. Lucky rentre. Il ressort avec un fusil de chasse et une carabine 22. Les 2 hommes visent, ils tirent. À cette distance, ils ne peuvent pas manquer. Ils ne manquent pas. Et l'impact n'est pas le bruit d'un plomb qui entre dans un corps. C'est un bruit sec, métallique. Le bruit, ont-ils dit, d'une balle sur un seau en fer blanc. La chose est projetée en arrière. Elle fait un saut périlleux dans l'herbe. Elle se relève. Et elle repart dans le noir, indemne. À partir de là, ce n'est plus une rencontre. C'est un siège. Les créatures, parce qu'il y en a plusieurs, tournent autour de la maison pendant des heures. Elles ne parlent pas. Elles n'attaquent jamais. Elles regardent. Un visage apparaît à la fenêtre, à quelques centimètres de la vitre. Lucky tire à travers la moustiquaire. Une main à griffes descend du toit et effleure les cheveux de Billy Ray. Une silhouette est perchée dans l'arbre. Il tire. Elle ne tombe pas. Elle descend. Elle flotte jusqu'au sol, comme portée. Et à chaque fois, le même bruit de métal. La chose se relève et repart. Il vide boîte après boîte de munitions. Les estimations varient beaucoup. Plusieurs dizaines de coups de feu, peut-être plus de 100 en 3 heures. Ils n'ont pas ramassé un seul corps. Puis ils craquent. Tout le monde s'entasse dans les 2 voitures et ils traversent de la nuit jusqu'à Hopkinsville sans se retourner. Et maintenant, accroche-toi.
Parce que c'est ici que l'histoire cesse d'être une histoire de famille et devient un dossier. Ce qui débarque dans le poste cette nuit-là, ce n'est pas un ivrogne. Ce sont 11 personnes en état de choc, dont 4 enfants. Le chef de la police s'appelle Russell Greenwell, un homme dur qui a tout vu. Il les regarde et il dit une phrase qui va rester. Ces gens-là étaient là terrifiés, et il faut bien quelque chose pour terrifier des gens à ce point. Il envoie tout le monde. Une vingtaine d'hommes convergent vers la ferme. Police de la ville, police d'État, adjoint du shérif et même des militaires de Fort Campbell. Ils fouillent la maison et les champs pendant des heures. Voilà ce qu'ils trouvent. Une moustiquaire crevée par un tir, des trous de balles, des douilles, partout sur le plancher. Voilà ce qu'ils ne trouvent pas. Pas un corps, pas une goutte de sang, pas une trace, rien. Et pas une bouteille. Les policiers l'ont noté noir sur blanc. Personne, dans cette maison, n'avait bu. Vers 2 heures du matin, faute de mieux, ils repartent. Et là, la seule chose que personne n'attendait se produit. Les créatures reviennent. 1h30 plus tard, Glennie Langford est allongée sur son lit, près de la fenêtre. Elle tourne la tête. Le visage est là, dehors, à 30 centimètres, qui la regarde à travers la vitre. Elle appelle. On tire encore. Et ça recommence par intermittence, jusqu'au jour. Le phénomène s'est arrêté avec la lumière. Il ne s'est jamais reproduit. Le lendemain, un homme fait ce que personne d'autre n'a fait. Il travaille proprement. Bud Ledwitt, ingénieur dans une radio locale, sépare les témoins et les interroge un par un, sans les laisser s'entendre. Puis il demande à chacun de dessiner ce qu'il a vu. Les dessins se ressemblent, la taille, les oreilles, les bras trop longs, les yeux. Des gens qui ne se concertent pas décrivent la même chose. Et ils n'ont rien gagné. Lucky a refusé l'argent qu'on lui offrait. Il ne revivrait pas cette nuit-là, disait-il, pour $1 million. La famille a été moquée pendant des années et a fini par quitter la région. Alors, qu'est-ce qui a tenu ces gens en joue toute une nuit? L'explication la plus solide tient en un mot: les hiboux. Plus précisément, le grand-duc d'Amérique. Regarde-le vraiment, une fois, et le malaise commence. Il a, sur le crâne, 2 touffes de plumes qui ressemblent exactement à de grandes oreilles pointues. Des yeux jaunes, énormes, qui renvoient d'eau la lumière. Des cerres. Un ventre gris pâle, presque argenté sous une lampe. À la fin de l'été, il défend ses jeunes et devient agressif. Il peut foncer sur un homme et lui griffer le crâne. Et quand on tire sur un oiseau perché, il ne tombe pas. Il ouvre les ailes et il descend en planant, doucement, comme s'il flottait. Un grand-duc sur un toit, 2 hommes qui ont peur, une lampe à pétrole, des heures de nuit noire. La théorie explique presque tout. Elle est défendue par des enquêteurs sérieux et elle est probablement, en grande partie, vraie. Presque tout, parce qu'elle n'explique pas le métal. 2 hommes qui ont grandi le fusil à la main ne confondent pas le bruit d'un plomb dans un oiseau avec celui d'un plomb sur du fer. Elle n'explique pas la distance. Un fusil de chasse, à quelques mètres, des dizaines de fois, il y aurait eu des plumes. Il y aurait eu un cadavre. Les policiers ont ratissé le terrain à la lampe. Ils n'ont pas ramassé un seul oiseau mort. Elle n'explique pas la durée. 3 heures. Puis, après le départ de la police, 2 heures de plus. Aucun animal ne s'obstine à revenir sur une maison d'où part une décharge de fusil toutes les 10 minutes. Et elle n'explique pas les bras levés. C'est le détail que je n'arrive pas à ranger. Ils décrivent tous la même chose. La chose avançait, lentement, les 2 bras au-dessus de la tête. Un grand-duc n'avance pas. Il vole, ou il se pose. Ça marchait. Et ça marchait en se rendant.
Il reste une troisième possibilité, simple. 11 personnes ont paniqué dans le noir, se sont contaminées les unes les autres, et ont fabriqué ensemble un souvenir commun. Ça arrive. C'est documenté. Mais alors, il faut expliquer autre chose. Ces 11-là n'ont jamais changé de version. Pas une fois. Pas en 70 ans. Ni sous la moquerie, ni sous les projecteurs, ni sur leur lit de mort. Les enfants, devenus adultes, racontaient la même nuit avec les mêmes mots. Ce qu'ils ont vu était peut-être un hibou. Ce qu'ils ont vécu ne l'était pas. Toi, à ton avis, qu'est-ce qui peut encaisser une décharge de fusil à bout portant, se relever et revenir se poster à la fenêtre? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies.